Bonsoir à tous. 10 octobre, une journée tout à fait spéciale. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont nés ce jour-là, mais elle est spéciale pour le Bénin et sa classe politique, elle qui a répondu à l'appel du chef de l'État pour le dialogue politique national, dialogue ouvert. Ce matin même, nous allons faire le point de l'ambiance et décrypter notamment l'ordre du jour de ce dialogue-là qui va durer 3 jours, il faut le rappeler bien évidemment. Analyser aussi la teneur des premières discussions déjà engagées. Et le plateau est d'une qualité que ce soir, je vais vous laisser apprécier. D'abord, saluer la présence avec nous de Gilbert Bagana, parlementaire, membre de la 8e législature. Bonsoir, honorable. Bonsoir, cher journaliste. Juste à vos côtés, nous avons le directeur de l'ANPE, mais il est là parce qu'il est acteur politique, notamment membre de l'Union progressiste, Hubert Amégoudi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et puis, vous n'êtes pas seul d'eux. Nous avons avec nous un habitué de ce plateau-là, Aubin Adokounou, consultant politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. L'autre que nous avons ce soir également, c'est l'honorable Dominique Achaoué, membre de la 8e législature. Honorable, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci à vous tous. C'est Antoine Adokounou. Pardon, Antoine, c'est mon frère. Oui, Antoine Adokounou. Et donc, merci à vous quatre d'être présents à cette suite-là du dialogue engagé ce matin. Nous allons poursuivre ce dialogue-là. Ça sera bien évidemment détendu pour être conforme à ce qui a été lancé ce matin. Et bien évidemment, je l'avais dit, le dialogue a été lancé ce matin par le chef de l'État lui-même dans un discours dont je vous propose un tout petit extrait, histoire que nous puissions planter le décor. Notre rencontre de ce jour, loin d'être le signe d'un quelconque stress de notre démocratie, s'apparente à mon sens à une exigence de check-up quand survient une quinte de tout d'une résonance inhabituelle. Mesdames et messieurs, notre système partisan était devenu nuisible pour notre pays, tel un ongle incarné dans l'orteil. Fallait-il le tailler avec courage dans la douleur ou ne rien faire au préjudice du bien-être durable? Avec honneur et responsabilité, notre 7e législature a vaincu la fatalité en réformant notre dispositif partisan par le vote à la quasi-unanimité de ses députés, toutes tendances confondues, d'une nouvelle charte des partis politiques et d'un nouveau code électoral pour répondre à notre besoin unanime d'assainissement. Si les événements des mois d'avril, de mai et juin n'ont pas remis en cause le processus démocratique de notre pays, encore moins son édifice républicain, ils auront néanmoins révélé une certaine inadéquation entre l'idéal unanimement partagé et notre capacité à tous de nous adapter aux exigences de cet idéal. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. C'est convaincu de cet idéal que j'ai convoqué les présentes assises dédiées au dialogue politique, ainsi que je me suis engagé le 20 mai dernier devant notre peuple, puis réitéré le 15 juillet lors de ma rencontre avec certains responsables politiques. Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ces acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion
et à notre marche vers le progrès. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Voilà donc un extrait du discours du chef de l'État à l'adresse, bien évidemment, des délégués présents là-bas au Palais des Congrès. Et nous allons faire le tour de table pour apprécier ce discours-là. D'abord, commencer par Ruben Amegbedi. C'est vrai que quand on parle de dialogue politique, ça va dans tous les sens, notamment les gens remémorant, on va dire, l'événement de 90. Il m'a semblé que ici, le chef de l'État montre les directives. Oui, bien entendu, on n'est pas dans le cadre de l'année 90. Le contexte est totalement différent. Nous sommes dans un contexte quand même où les institutions fonctionnent, où quand même les travailleurs vont à leur travail, ce qui n'était pas le cas en 90, où tout était bloqué, où on avait une grande majorité de nos concitoyens qui vivaient hors du pays et qui n'avaient pas la possibilité de participer aux affaires. Donc nous sommes dans un cadre totalement différent, un cadre qui découle de la réforme du système partisan. Et cette réforme, la mise en œuvre de cette réforme a connu quelques péripéties, notamment des péripéties relatives aux élections, les élections législatives, qui n'ont pas permis à certains qui voulaient aller aux élections de pouvoir le faire. Dans ces conditions, le chef de l'État a estimé, il avait promis le 20 mai, d'ouvrir un dialogue direct. Il avait dit un dialogue direct. Et je crois que ce qui se fait aujourd'hui est un dialogue direct entre acteurs politiques. Et cela se confirme et se justifie dans la mesure où ce sont les acteurs politiques qui avaient un problème et le chef de l'État a souhaité que ces acteurs s'asseyent et qu'ils se parlent. Qu'ils se parlent de quoi? De ce qui a été la pomme de discorde, à savoir les lois électorales, le code électoral et la charte des partis politiques qui, dans leur application, a constitué un peu la pomme de discorde qui a empêché certains de pouvoir aller aux élections. Mais dans un État, il faut toujours se remettre en cause et pouvoir discuter. Du moment où personne, bon, j'entends souvent dire on a été exclu, personne n'a exclu personne. Mais puisque nous sommes tous des Béninois et que la contribution des uns et des autres, la contribution de tous est importante pour la construction de la nation, il était utile que ce dialogue s'ouvre et que tous ceux qui se sont sentis exclus d'une manière ou d'une autre trouvent l'occasion de s'exprimer et de pouvoir trouver une oreille attentive et des solutions à leurs mots. Je crois que c'est ce qui se fait aujourd'hui et c'est ce que j'ai décelé, je peux tirer du discours du chef de l'État qui, ma foi, est en train de réaliser une promesse qu'il avait déjà eu à faire le 20 mai au sortir de la crise et qui a été réitérée récemment au Parlement. Je crois que d'avoir tenu parole est une bonne chose, d'avoir ouvert ce débat aux partis politiques et directement est aussi une bonne chose. C'est une option que nous apprécions et je pense que au terme de ce dialogue, de bonnes résolutions nous permettront de repartir et de retrouver la cohésion tant recherchée par les uns et les autres. Voilà, on va dire entendre Dominique Achaoué, notamment sur son appréciation de ce discours-là. Il m'a semblé effectivement que le chef de l'État essaye de montrer aux politiques que la balle est aujourd'hui dans leur camp. Quelle lecture particulière vous avez fait, notamment de l'intervention du chef de l'État à l'ouverture de ce dialogue? Merci, cher ami. Je dirais simplement que le chef de l'État vient de montrer encore à la face du monde entier sa bonne foi de diriger ce pays dans la paix et dans la cohésion. Qu'il vous souvienne que nous avons parcouru des événements juste après les élections législatives, que le Bénin n'a jamais connu. C'est un événement nouveau et qui est rentré dans le processus démocratique au Bénin. Et le chef de l'État a promis ce dialogue-là et il vient de joindre l'acte à la parole. Donc pour moi, c'est
et une manière de dire que les Béninois doivent pouvoir se mettre ensemble, réfléchir, revisiter les tests pour voir là où il y a des coquilles, pour que tout le monde soit concerné dans ce qui se fait dans la République. Je dis vraiment merci au chef de l'État pour avoir tenu parole et joindre l'acte à la parole pour que les Béninois puissent se sentir à l'aise dans la chose politique. Voilà ce que je peux dire. Antoine Adokounou, le chef de l'État dit aux politiques, vous avez la balle dans votre camp, mais attention, pas de régression. Est-ce qu'il y a une lecture particulière que vous faites de son discours? Oui, je fais une lecture particulière parce que la relecture des tests, tout ce qu'on propose là, en est une. Mais il s'agira, dans ce cadre, de penser à quel Bénin politique nous voulons. Il ne s'agira pas de changer les tests pour changer, parce que changer les tests, ce n'est pas un problème. Mais on change les tests pour quel résultat? Quel est le système politique que nous voulons pour le pays? Et ce cadre me paraît d'autant plus important compte tenu du contexte actuel de l'Assemblée nationale. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale, il n'y a que des partis de la mouvance présidentielle. Et s'il fallait modifier les tests, vous savez qu'il y avait, du point de vue de la Constitution, il n'y avait que 2 voies. Soit ce sont les parlementaires qui, par une proposition de loi, peuvent apporter des modifications, des amendements, ou soit c'est le gouvernement qui, par un projet de loi, peut demander une relecture. Mais ce cadre est un cadre qui permet aux partis politiques qui ne sont même pas représentés à l'Assemblée nationale de pouvoir prendre la parole et d'apporter leur contribution. Vous voyez? Donc, ça va permettre que même les partis qui ne sont pas présents à l'Assemblée nationale, du fait peut-être des péripéties qu'on a vécues pour les élections passées, d'avoir leur mot à dire. Et j'en profite pour dire que je salue la présence effective des forces Cori pour un Bénin émergent et regrettant en même temps l'absence de la DUD qui a quand même le seul parti d'ailleurs à être absent et les autres partis également qui n'ont pas pu se conformer à la charte des partis politiques pour être présents, mais au niveau de l'opposition, ils pouvaient quand même s'entendre pour transmettre leur message. J'entends, ils sont encore divisés, ils disent qu'on a donné récépissé provisoire à la FCBE et que le président Yahi serait sous convocation et qu'on n'a pas donné à la vie, au lieu de profiter de cette occasion pour faire passer leurs idées, ils ne sont pas là. Donc c'est très regrettable. Donc vous voyez que ce dialogue-là est nécessaire parce que les partis qui ne sont même pas à l'Assemblée nationale sont appelés à faire des amendements qui seront pris en compte. Alors, on va revenir sur, on va dire, l'entame des discussions selon les éléments justes, on va dire, que nous avons, parce que vous et moi ne sommes pas délégués, donc, mais il y a des éléments notamment qui fuitent. On va y revenir de toutes les façons, mais en attendant, donner la parole à l'honorable Baga pour son appréciation, on va dire, de la teneur du discours du chef de l'État. Est-ce que c'est un discours honorable pour rassurer les politiques qui, quand même, devraient se lâcher, devraient, on va dire, discuter en toute sérénité? Merci, mon cher journaliste. Je pense que, pour moi, le discours du chef de l'État, à plusieurs égards, plusieurs significations. D'abord, son apparition à la télé. Aujourd'hui, devant les Béninois en direct, chers amis du plateau, il y a une semaine, ce qui se disait dans des réseaux sociaux, ce qui se disait peu dans des écrits, ce qu'on apprenait, ce n'était pas bien. Et je pense que les Béninois ne doivent pas cultiver cet esprit, cet état de choses. C'est un chef d'État que j'ai vu, vivace, qui a présenté un discours très brillamment. Et je pense que ça a rassuré tous les Béninois. Parce qu'il a été élu à 65%. Donc, il y avait des rumeurs très inquiétantes. Et je pense que, d'abord, ce discours donne
d'abord, en tout cas, dans la tête de tout Béninois, cet espoir que le Bénin vit et vivra. Et par rapport au contenu des discours, je pense que nous devons... Moi, j'ai vu un président de bonne foi qui a dit ce qu'il pense. Il avait annoncé, et une fois encore, je suis très fier d'avoir un président comme le président Patrice Talon qui joint l'acte à la parole. Ça dit tout ce qu'il la parole, Qui tient parole. Il tient parole. Il tient, joint vraiment à sa parole, l'acte suit. Et c'est ce que le collègue Amegwedi a eu à dire. Il a dit le 20 mai et ça s'est réalisé. Et ce que je vais dire, moi j'ai senti des délégués détendus. J'ai senti des forces de l'opposition détendues. J'ai eu certaines déclarations des partis de l'opposition et je pense que la politique de la chaise vide, il faut l'éviter à tout prix. Le président Patrice Talon a été élu pour tous les Béninois, ce n'est pas pour une frange de la population. On peut ne pas être d'accord. Nous devons nous respecter dans nos différences. Donc moi je pense que qu'est-ce qui coûte à un parti politique d'aller écouter? On dit, allez écouter, vous pouvez refuser ce qui est là, mais il faut aller. Et c'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas un seul parti qui ait fait défection. DUD n'est pas un parti, en tout cas, je ne sais pas un parti de l'opposition. Jusqu'à preuve de contraire, n'a pas fait une déclaration. Et j'ai appris qu'il y avait certains délégués. C'est sûr que ces 3 jours de débat, ils vont rejoindre les débats. Donc, on ne peut pas tout de suite dire que DUD a fait défection. Moi, c'est qu'il y avait des délégués DUD qui étaient là. C'est sûr qu'il y a quelques couacs qui voudront vraiment arranger avant de... Voilà, donc moi je pense que... D'après on a vu les FCB qui sont venus, on va dire... Oui, mais les FCB ont été réellement représentés. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a 2 L, FCB, c'est FCB. Donc, j'ai vu le ministre Niemba, j'ai vu le ministre Yarou Théophile, j'ai vu le ministre Onkwe, j'ai vu FCB vraiment représenté. Et ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Je vous dis, notre constitution a été claire. Vous avez 5 ans renouvelables une fois en tant que président de la République. Et nous avons dit que nous avons, effectivement, vous avez demandé le contexte. Le contexte de 90, ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui. 90 a balisé le terrain démocratique. Avant 90, il n'y avait pas la démocratie dans ce pays. Mais en 90, nous avons institué le renouveau démocratique. Eh bien, les grands ateliers que nous aurons, c'est pour faire des retouches à la conférence. Ceux qui se mettent dans l'idée d'une conférence nationale, ça veut dire que tout est gâté. Toutes les institutions fonctionnent. On n'a pas véritablement un problème démocratique. Pourquoi les gens vont dire il faut qu'on revienne à une autre conférence? Je pense que cet atelier, on a des dialogues politiques, c'est des partis politiques régulièrement constitués qui doivent se retrouver pour parler de la vie politique. Aujourd'hui, les partis qui sont appelés à animer la vie politique sont 9. Parce que nous avons voté la nouvelle charte des partis politiques qui est en vigueur depuis septembre 2018. Donc, après cette période de 6 mois, tout parti qui n'a pas été constitué doit se reconstituer. Donc, on a 9 partis. C'est ces partis qui ont été convoqués. On n'a pas de dialogue politique, on n'a pas parlé d'une conférence économique, d'une conférence nationale. Donc, c'est les partis politiques qui doivent se retrouver. On ne peut pas retrouver tout le monde. Est-ce qu'on va inviter les 10 millions de Béninois pour s'asseoir? Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Donc, voilà pourquoi moi, je pense que ce dialogue a tout un sens. Le président a vraiment adressé un discours sage, un discours de paix, un discours d'ouverture pour que tous les fils de ce pays se retrouvent pour construire le pays. Alors, déjà, on va revenir. On a concocté quelques, on va dire, propos de quelques participants. On va y revenir. Mais avant, demander déjà... On va dire à Hubin Amegwedi si les images que nous avons eues du palais des congrès, ces images-là et ces propos-là, les membres de FCBE, notamment Sanlasan,
avec, on va dire, leur vis-à-vis du BR et de l'UP notamment. Est-ce que ce sont des choses de nature, on va dire, à rassurer, à tempérer les citoyens béninois? Non, je crois que le dialogue a bien démarré pour ce que j'ai pu noter, ce que j'ai pu voir. C'est rassurant. C'est rassurant de ce que d'abord, sur 9 partis politiques, aujourd'hui, nous en avons 8 qui sont présentes. On espère que le 9e parti va arriver. On a 3 jours, espérons. Donc, par rapport à la participation, on a une participation assez élevée. Deuxième chose, j'ai pu voir un peu quelques personnalités qui participent à cette... Elles sont d'un niveau quand même appréciable. En tout cas, pour le rôle que ces personnes jouent dans leur parti politique, à l'Assemblée nationale, je peux dire que nous avons une représentativité quand même assez élevée. Et pour les déclarations que nous avons suivies sur les médias, les radios, les appréciations, les interviews qui ont été données, on peut se réjouir de ce que ça se passe sans animosité, sans agressivité, entre frères, de manière à ce que nous puissions détendre l'atmosphère et se parler. On n'est pas venu se battre, on n'est pas venu s'empoigner. L'objet, la pomme de discorde, je dis encore une fois, c'est les lois électorales. Alors, je crois que offrir une occasion pour que nous puissions, je sais que certains partis politiques en ont voulu vraiment à ces lois-là, que même ils ont voté. Alors, parce qu'au moment de l'application, on s'est rendu compte que c'était difficile. C'était pas aussi aisé que cela. Mais c'est l'occasion, on vous offre maintenant l'occasion, et donc je crois que les gens ont saisi la balle au bon, la perche, de manière à pouvoir poser leurs réels problèmes, et ils ont eu l'impression probablement qu'on les écoute. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils ont l'impression aussi que, tel que c'est organisé, il y a possibilité de s'exprimer et de pouvoir faire prévaloir ses idées. Dans ces conditions, je crois que l'atmosphère ne peut être que détendue. Dans d'autres occasions, on aurait déjà eu des déclarations fracassantes, des protestations, voyez-vous ce que je veux dire, de ce que, bon, il n'y a pas ceci ou il n'y a pas cela, les conditions et autres. Je crois que les choses se font normalement. Et je ne sais pas qui a inspiré la formule de la présidence ou bien de la coordination de la médiation de ce... Je crois que c'est bien choisi également. Le professeur Dorothée Sosa, qui est le modérateur de on va y revenir d'ailleurs avec le présidium. Le présidium. Tout à fait. On va y revenir de long en large. Mais avant de donner la parole à Antoine Adokounou et on va dire à l'honorable Tchaoui, on va très rapidement suivre quelques propos donc, que nous avons recueillis. Vous verrez comment est-ce que l'enthousiasme presque se lisait chez tous les participants. Je souhaite vivement que ce dialogue nous conduise à de bons résultats, qui soient consensuels et qui permettent, disons, d'avancer, non seulement les réformes, mais pour servir les intérêts de notre pays. Donc c'est surtout cela. Qu'est-ce que nous recherchons? C'est la paix, la stabilité et le développement. Et je voudrais en profiter pour saluer cette initiative de la convocation de ce dialogue pour permettre aux acteurs politiques de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger et pour faire les propositions qui puissent permettre que la nation tout entière se retrouve. L'adversité politique n'est pas l'animosité politique. On peut être des adversaires politiques, mais ne pas être des ennemis politiques. Et par le passé, d'autres estiment qu'il y a exclusion. Et d'autres estiment qu'il n'y a pas exclusion. Donc, c'est le moment de parler entre nous. De parler, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qu'il faut corriger dans l'intérêt général. C'est très important. Et c'est pour ça que vraiment, je félicite les acteurs politiques qui ont répondu
Parce qu'il s'agit d'un dialogue politique qui n'est pas un dialogue national. Ça concerne les acteurs politiques, uniquement les acteurs politiques. Parce que le problème que nous avons un problème politique. Je crois qu'entre nous, entre hommes politiques, nous allons régler le problème et nous allons peut-être sortir des recommandations. Un dialogue, pour nous, c'est une opportunité. Il n'y a pas de dialogue vraiment qui ne soit pas orienté. On vient au dialogue en espérant quelque chose. Les forces Coripoint Bénin émergent, on avait suggéré des préalables pour dire à condition qu'on libère nos prisonniers, à condition qu'on fasse un effort pour que les exilés reviennent, pour qu'on restitue les corps et qu'on reprenne les élections. Bon, c'est des préalables. Maintenant, celui qui veut nous donner, celui qui pense, et là on va dire non, les préalables viennent après. C'est-à-dire, au lieu que ces préalables soient au début, les préalables deviennent conclusion. C'est-à-dire, si vous venez nous dialoguer, les préalables, ce que vous voulez, vous allez recevoir après avoir porté vos préalables au cours du dialogue. C'est pourquoi on est arrivé. Je crois que toutes les guerres finissent toujours autour d'une table de négociation. Nous pensons que la politique de la chaise vide ne nous permettra pas de sortir de notre situation. Voilà donc pour ce qui concerne donc l'extrait que nous vous proposons donc des propos de quelques participants, de quelques délégués. Vous avez dû remarquer l'avant-dernière image. L'honorable Kassa à côté, on va dire, du ministre Djimba, l'ancien ministre, bien évidemment. C'est des images saisissantes, notamment ça corrobore avec, on va dire, ce que Hubin disait, la négociation pour une querelle politique vaut mieux en tout cas saisir si on vous en donne l'occasion à Tchaoui. Merci. Saisir cette occasion pour trouver une porte de sortie, c'est la meilleure des choses que nous pouvons demander. Vous savez, on parle du dialogue aujourd'hui. Ça veut dire forcément il y a eu malcompréhension quelque part. Il y a eu une crise. Mais qu'il vous souvienne que c'est la 7e législature qui a voté la charte des partis politiques et le code. Et la plupart de ceux-là qui ne se sont pas retrouvés à travers ces deux documents, hier étaient des députés à l'Assemblée nationale. Et ça a été voté sous leurs yeux. Ils ont donné leur quitus, leur témoignage. Et malheureusement, à la mise en application de ces deux thèses, les problèmes ont commencé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu malcompréhension, il y a eu mal donne. Le chef de l'État avait donné une première chance, quitte à ce qu'ils se retrouvent à l'Assemblée nationale pour trouver une porte de sortie, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Nous sommes allés aux élections, d'autres ont estimé qu'ils ont été exclus. Non, ce n'est pas de l'exclusion, mais c'est la rigueur des tests, votés par eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a une deuxième chance. Et les FCBE ont compris. Pour faire de l'opposition, il faut y participer. Et vouloir faire passer d'abord ses avis. Si tu es contesté, on dit, ça n'a pas marché, et on reprend la lutte. Mais vous ne pouvez pas rester dehors et participer à un événement. Donc je félicite la FCBE et les autres partis de l'opposition qui ont pu se rendre aujourd'hui au palais des congrès pour participer efficacement à ce dialogue. Et je ne puisse pas croire que la DUD est de l'opposition, puisque jusqu'à présent, comme l'a dit mon collègue, on n'a pas encore enregistré une déclaration de la DUD qui fait état de ce qu'elle est de l'opposition. Donc forcément, et je crois sûrement, la DUD va rejoindre demain matin, pourquoi pas déjà ce soir, puisque personne ne sait. Moi, je n'étais pas dans la salle pour les identifier. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est important. Important en ce sens que ce n'est pas les populations qui se brouillent, c'est les politiques. Et il est important qu'on ramène la balle à terre pour aller à l'essentiel. Le politique doit aider l'économie. Et pour bâtir un pays, il faut forcément aller sur des bases réelles. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quel est le parti politique qui a pu gagner les élections
et diriger le pouvoir dans ce pays. Ça veut dire que ce que nous avons géré de 1990 jusqu'à un passé récent est inefficace. Ça ne permet pas le développement efficace. Donc, c'est dans ce sens que la 7e législature a joué sa partition et a voté ces tests-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est un nouveau-né, un bébé, qui forcément doit passer par des tremplins pour grandir. Et nous sommes en train de revoir le dispositif pour permettre à tout le monde de se retrouver. C'est ce que j'ai noté. Vous avez vu le ministre Djemba, il vient de faire une bonne déclaration. Les préalables, c'est après. Il faut y participer, faire passer les préalables comme des recommandations, et après, on verra le reste. Donc le Bénin est un et indivisible. Et je crois que c'est une bonne chose déjà d'y aller, et chemin faisant, on va trouver la bonne porte de sortie. Ces résolutions passeront à l'Assemblée nationale et forcément deviendront des lois. Et nous sommes là pour aller dans le bon sens. Voilà donc pour ce qui concerne l'enthousiasme et la position des uns sur les autres, sur la nécessité déjà de saisir la balle au bon pour être de la table. Et là, nous allons revenir à l'ordre du jour, mais avant, un tour de table sur, on va dire, le présidium. Est-il constitué des hommes de taille pour, notamment, on va dire, mener à bien tout ce qui se fait depuis le matin là-bas au Palais des Congrès jusqu'à samedi. Le présidium, donc, constitué notamment, Hubin l'avait déjà dit, Dorothée Sousa, bien évidemment, très connu, qui a la charge de coordonner tout ça. Il n'est pas seul. Il y a le rapporteur général qui est Victor Tokwanou. Et puis, les deux mouvances, si vous voulez, ont chacune donc désigné son rapporteur, Orden Aladati, pour la mouvance. Et puis, l'opposition, elle, a envoyé comme rapporteur Luc Senzogan, bien évidemment. Sinzogan, sont-ils donc, ces messieurs-là, de taille, de nature, notamment à faire en sorte que les discussions s'acheminent jusqu'au bout et de façon efficace? Antoine Alekonou. Non, je pense que ces personnalités sont des personnalités très connues sur la scène politique béninoise. Et je crois que le modérateur Dorothée Sousa, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est quelqu'un qui est braqué pour un camp ou un autre. La neutralité. Et la neutralité. Et donc déjà, ça fait partie des qualités d'un modérateur. C'est vrai, Victor Tokpa nous entend avec quelques tendances, mais à la suite des élections, tout ça là, et sa position aujourd'hui n'est pas une position pour tel camp ou tel camp. Donc déjà, ce sont des gens qu'on peut juger assez neutres par rapport au débat actuel. C'est des universitaires de haut niveau qui ont la compétence intellectuelle de conduire les débats. Mais je dois dire que au-delà de ces qualités, nous devons noter que ce sont les partis en conflit qui doivent faciliter la tâche à ces modérateurs et rapporteurs. Parce que le modérateur n'est pas là pour dire c'est tel camp qui a raison et tel camp n'a pas raison. C'est le comportement de chaque camp qui pourra permettre au modérateur d'avancer. Donc, c'est pour dire que le présidium, du point de vue de qualité, capacité, c'est acceptable. Mais l'essentiel est que les délégués puissent accompagner effectivement ce présidium à bien remplir sa mission. Alors, honorable, le présidium, un mot. Oh, le présidium, pour moi, c'est rassurant. Au-delà, parce que le présidium ne va pas conduire les gens comme des moutons, c'est juste des facilitateurs. Et moi, je pense que c'est vrai qu'il était important qu'on ait quelqu'un de neutre, et de crédible comme le professeur Sousa. Et vous savez, le professeur n'a pas été présent depuis plus de 10 ans dans les activités politiques, donc je pense que par rapport à ça, et je pense que même si c'était un politique d'un bord précis, il n'aura pas à conduire les gens vers ses désirata à lui.
Donc, je pense qu'un facilitateur, c'est juste pour conduire les débats. Et tous ceux qui sont là sont des gens responsables. Personne ne peut être manipulé dedans. Donc, moi, je pense que l'important, ce n'est pas forcément ça, mais c'est la qualité des débats. C'est la franchise avec laquelle chaque participant dira ce qu'il pense. Chaque participant contribuera à la construction. C'est vrai. Et je vais revenir un peu. Moi, j'ai la chance sur ce plateau d'être celui-là qui a pris part un peu à tous ces événements. J'ai été député à la 6e législature, député à la 7e, je suis à la 8e, donc j'ai vu conduire ces réformes à l'Assemblée. Je pense que c'est vrai. Ce n'est pas fait de mauvaise foi. Nous étions 82, après le décès de notre collègue Noawe, et il y avait déjà une bonne frange, parce que nous qui étions BMP, on n'était pas plus de 60. Mais au vote de ces lois, on n'a pas eu 20 qui ont dit non. La preuve, la charte des partis politiques, je respecte mon jeune frère, collègue Guy Mitokwe, il était le seul. A dit non, nous, à l'Assemblée, tout est enregistré. Donc, ces lois, nous tous, nous avons pensé que nous avions bien fait en son temps. Et on a eu des ateliers. Pour les préparer. Pour les préparer. Où nos amis aujourd'hui qui contestent ont été participants, ont conduit les débats. Et on a ensemble décidé de ce qui a été décidé dans la charte des partis politiques, le code électoral. Écoutez, toute loi dans l'application pose des problèmes. Donc, ça n'a pas été fait sciemment pour écarter qui que ce soit. Que ce soit les gens qui ont pu participer à ces dernières élections, mais ils ont laissé des plumes. Ah oui, parce que vous suivez, on dit c'est des fautes mineures, c'est des fautes. Ça veut dire qu'il y a problème. Même ceux qui ont pu sortir vraiment de ces épreuves difficiles. Ça n'a pas été facile pour quelqu'un. Donc, moi je pense que la loi est impersonnelle. Je vote la loi, elle ne me connaît pas demain. Donc ce n'est pas fait pour faire mal à tel ou tel part. Donc, si dans l'application, on a eu des problèmes, c'est l'occasion à ces journées de vraiment faire des propositions qui vont nous revenir, nous députés à l'Assemblée, et que nous allons adopter pour le bonheur de notre peuple. Donc moi je pense que la facilitation, elle est bien choisie. Le présidium, le professeur Sosa Dorothée, a été ministre dans ce pays, c'est un professeur agrégé de droit, c'est une personnalité. Le professeur Topanou, vous avez vu, il a eu des prises de position. Et je ne pense pas que Topanou ait changé pour rejoindre totalement la mouvance. Donc peut-être que c'est au bonheur. Moi je dis quand je vois Topanou, je pense que c'est eux qui... ils ont, c'est vrai, un rapporteur de l'opposition. Je ne sais pas, Topanou. Est-ce qu'il est... Je dis, il va être utile à ce débat parce qu'il a souvent eu des prises de position qui ne sont pas des positions qui sont de nature à dire je caresse la rupture, j'accompagne la rupture. Il a fait des critiques. Donc, c'est des gens, je pense, crédibles qu'on a choisis pour la facilitation de cet atelier. Voilà ce qui concerne donc l'appréciation du présidium. On peut donc passer, histoire, pourquoi pas dans la suite des débats, y revenir subtilement. Mais justement, vous avez parlé, tout le monde a parlé des problèmes spécifiquement politiques sur lesquels il faudra se concentrer, bien évidemment. L'ordre du jour de ce dialogue-là a été adopté par la plénière, je vous le rappelle. D'abord, toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, vous l'avez déjà souligné d'ailleurs. Le renforcement, et ça c'est le 2, le renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. En 4, nous avons ce point-là, le point qui concerne le statut de l'opposition. Et puis, le 5e point, messieurs, ce sont les mesures d'apaisement de cette situation politique que nous vivons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse tourner dos à la querelle, qui n'est qu'une querelle politique?
Oui, je pense que, bon, à moins qu'il y ait des délégués qui aient d'autres problèmes particuliers. Des agendas spécifiques à eux. Oui. Je pense on peut dire que les ingrédients qui sont exposés sont suffisants pour pouvoir trouver la porte de sortie. D'abord, il est question de revoir les tests. Ce qui n'a pas marché dans les tests. Déjà le point 1 qui en compte ce volet-là. Ce volet-là. Au point 2, renforcement du système partisan. Le système partisan, parce que il faut noter que nous ne devons pas reculer. Personnellement, je ne participe pas à ce débat, mais ce serait dommage et ce serait désolant qu'on décide de revenir à l'ancien système. Quand vous dites reculer, en clair... C'est ça, je veux dire, bon, tout ça là, on laisse tomber et on revient. Non. À la case des plans. Non, faut pas faire ça non plus. Un État est appelé à évoluer. Les hommes sont appelés à grandir, à mieux faire. Nous connaissons l'état de notre système. Nous le savons. L'ancien. On sait que ça ne permettait pas d'évoluer. Et ça ne permettait pas de pouvoir asseoir dans notre pays un système partisan valorisant pour les partis. L'honorable disait tout à l'heure, on n'a jamais... Dans un pays où, depuis 30 ans, aucun parti n'a jamais pris le pouvoir. Et on ne peut pas discuter de ça. Et on va continuer comme ça. Ça veut dire que les partis que nous avions n'avaient pas la trempe nécessaire et les gens viennent leur prendre... Non, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et donc... Les individus viennent leur voler leur... Exactement. Donc, il faut construire un système partisan qui puisse nous permettre d'aller un peu plus de l'avant et de donner le pouvoir réel aux partis politiques tel que notre Constitution l'a voulu. Et puis, nous sommes en train de penser, comment on appelle le financement du système partisan. Et pour y arriver, il faut assainir un peu. On ne va quand même pas prendre nos fonds 300 partis et les papiller en miettes. Enfin, non, on ne pouvait pas faire ça. Et donc, le deuxième point appelle donc à ce que les fondamentaux de cette réforme soient maintenus. Puisque le diagnostic, nous entendons là-dessus que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les fondamentaux, il faut les maintenir et les renforcer. Et puis, on a parlé en point 3 de la recherche d'équité dans la représentation évidemment de l'Assemblée nationale. Depuis, l'honorable en parlera davantage que moi, depuis la 7e législature, il est question de revoir la représentativité des femmes, quand même, et de faire un effort, vu que il était difficile d'une manière ou d'une autre aux femmes de pouvoir être mieux représentées, et pourtant elles sont majoritaires dans notre société. Je crois que ce débat nous permettrait de résoudre un problème que nous avions depuis longtemps. Des tentatives ont été faites au Parlement et qui n'ont pas abouti. Si ce dialogue peut permettre de régler un tant soit peu ces problèmes, ce n'est pas mal. Et enfin, je pense qu'il est question de parler des mesures d'apaisement. À écouter tout à l'heure les représentants du FCBE, notamment l'ancien ministre Djemba, il était question de préalable qu'il voudrait reverser maintenant aux recommandations de cette assise. Et j'ai cru lire dans ces revendications des préalables qui concernaient des mesures d'apaisement. Je crois que le chef de l'État aurait pu se réserver le droit, la possibilité de décider de quelles mesures d'apaisement prendre, pour qui et pourquoi. Mais a préféré que cela soit une discussion au sein des partis politiques, que des propositions concrètes lui soient faites. Et dans son discours, j'ai cru noter qu'il a promis qu'il tiendrait bien compte des recommandations qui seront faites, et lui et son gouvernement, pour prendre les mesures nécessaires à l'apaisement. Je crois que la tension que nous avons connue depuis mai, ou depuis avril-mai, mérite maintenant de s'estomper, et que nous puissions nous parler, que nous puissions nous écouter, et que s'il y a des mesures à prendre, que nous puissions les prendre sans que cela affaiblisse les institutions. Cela aussi est important. Nous avons mis en place des institutions, nous avons mis en place des lois
nous devrons apprendre à les respecter de manière à ce que la loi, quoi qu'elle soit dure, soit la loi, parce qu'un État se construit dans l'équité, dans la justice et dans la paix. Voilà, donc Dominique Achaoui, à vous maintenant, honorable, on va dire, est-ce qu'il y a un point ou un élément qui ne se retrouve pas dans cet ordre de jour-là, vous qui êtes, on va dire, pratiquant, vous qui êtes concerné directement, je veux dire, ces querelles politiques-là, est-ce qu'il y a un aspect qui échappe à cet ordre du jour? Moi, je dirais simplement que par cet acte, le chef de l'État vient de renvoyer le dialogue politique aux hommes politiques. Les 5 points qui ont été évoqués regroupent l'essentiel de ce qui divise le monde politique aujourd'hui au Bénin. Donc, rappelez tout de même, hein, honorable, que c'est la plénière, donc les délégués eux-mêmes qui ont adopté. Donc, ils s'entendent en réalité sur... Ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils sont là. Et les problématiques ont été identifiées. Ils ont mis l'ordre du jour en place et ils ont voté. Ils ont validé. Ça veut dire que ce débat-là, ce dialogue-là était attendu très longtemps. Les gens attendaient à cela. Ils s'attendaient à ça et aujourd'hui c'est arrivé. C'est l'occasion pour eux de se vider, de baliser le terrain pour que désormais, dans notre pays, qu'on parle de partis politiques. Comme l'a dit l'ami Amébédi, bientôt, on va voter la loi sur le financement des partis. Là, il faut assainir. Il faut savoir qui fait quoi. La machine politique est en train d'être mise en marche au Bénin. Il n'est pas question qu'on recule. S'il y a des réglages à faire, nous allons faire les réglages et continuer. L'envol est pris déjà. Il n'est pas question de faire un atterrissage forcé. Ce qu'il faut, c'est de savoir d'où on est parti et se fixer des objectifs pour un bon atterrissage. Et je crois que c'est ce qui va se passer durant les 3 jours. Les absents auront tort demain. Voilà. Alors, Antoine, nous allons avec vous déjà, on va dire, commencer par aborder les quelques petits éléments que nous avons du début, notamment des discussions sur le point 1, à savoir ce point-là qui concerne le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. C'est vrai que Hubert Amébédi l'a dit, il ne faut pas reculer, il ne faut du tout pas recommencer à zéro. Alors, ces éléments-là, est-ce que vous avez eu des éléments, notamment parce que vous êtes consultant politique, introduit donc dans le milieu. Est-ce que vous en avez eu, comme nous d'ailleurs, quelques bribes? Oui, j'ai lu comme tout le monde sur les réseaux sociaux quelques approches de solutions que les délégués ont commencé par proposer. Mais je voudrais dire que ce que le directeur général de l'ANP vient de dire, très sérieux. Il faut qu'on avance. Nous n'allons pas nous asseoir, faire des réformes, faire des toilettages pour reculer. Je voudrais personnellement saluer le travail aussi important que la 7e législature a abattu pour en venir à ces tests. Comme l'honorable Bangara l'a dit, puisque j'en ai assisté aussi, on n'est pas, la 7e législature ne s'est pas levée un matin pour dire voilà le code électoral qu'il faut. Et la charte politique. Qu'il faut pour le Bénin. Nous, hommes politiques, il y a eu des débats tout autour des séminaires sur des séminaires où tous les camps étaient invités et chacun avait la possibilité de mettre sa touche. Donc, je pense que ces textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale, et la preuve c'est que la charte des partis politiques a été votée à l'unanimité -1, le code électoral passe 74 voix pour. C'est la preuve que le consensus était de règle. 74, c'est largement en deçà de... non, voilà, au-dessus, oui, pardon, de ce que faisait BMP, hein, il faut le rappeler. Oui. Donc, ce n'est pas seulement uniquement le BMP qui avait cuisiné les tests et qui est venu
les soumettre au peuple comme ça. Il y a eu des débats autour. Si vous rappelez tout ça, Antoine Adoukonou, est-ce a dit que les éléments que vous avez à votre niveau quant au début des discussions sont inquiétants, ces éléments? Non, ce n'est pas... Vous savez, lorsqu'on a voté les tests, dans la mise en œuvre, certains ont fini par dire qu'ils sont exclus, qu'ils ont été exclus. Et là même, le raisonnement que moi je fais est très scientifique, puisqu'il dit je me suis conformé au test. Et que c'est politiquement qu'on m'a éliminé. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne reprochent pas grand-chose au test, puisqu'ils disent qu'ils se sont conformés. Mais d'une manière ou d'une autre, une loi peut subir des amendements. Si l'occasion va permettre de faire quelques détails, ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai déjà apprécié la modification, par exemple, des dispositions fidèles de l'article 46. L'intangibilité qui dit qu'une fois la liste déposée à la SEDA, qu'on ne pouvait pas apporter des modifications. Aujourd'hui, on a pratiqué ça et on a vu que ça posait problème. Ça posait problème parce que nous sommes des humains. Dans le dépôt des dossiers, il pouvait avoir des erreurs et il fallait donner la possibilité qu'on ait 72 heures ou bien quelques jours pour corriger. C'est déjà un pas. Mais il ne faut pas que les gens pensent que c'est une occasion pour détruire tout l'édifice qui a été construit dans ces tests. Moi, j'ai mon approche personnelle par rapport à l'article 242, par exemple. J'ai vu que les gens sont d'accord pour le principe de 10%, mais il y a par exemple le PRD qui propose qu'on l'applique aux circonscriptions. Ça, c'est au niveau du début des discussions. Des discussions. Et j'ai dit, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord qu'on l'applique aux circonscriptions. Parce que... Vous proposez qu'on le maintienne. Oui, puisque je préfère la proposition du Bloc républicain qui dit qu'il faut reformuler le test pour qu'il y ait la compréhension. Parce que derrière tous ces articles, même les montants, tout ça là qu'on a mis, il y a un objectif. Nous sommes partis de diagnostic qui est que nous avons fini par avoir non seulement une multitude de partis politiques, mais des partis politiques qui sont représentés peut-être dans un arrondissement, dans une région, dans une ethnie. Alors que, et ça facilitait que on peut créer son parti politique, rester peut-être à Porto Novo et s'assurer qu'on ira à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Alors que l'article 80 de la Constitution nous dit que le député est l'élu de la nation tout entière. Donc, la question de la représentation du député en tant qu'un élu de la nation entière pose un problème, un petit problème. Et ça a favorisé le foisonnement des partis politiques. Et on a dit, si c'est ça, il faut trouver des mécanismes pour que nous ayons des partis d'envergure nationale. Pour y arriver, en absence de volonté politique, je le précise, parce que tous les politiques sont conscients du diagnostic, mais ils ne veulent pas aller à l'application. Donc, le législateur estimait que si c'est ça, il faut mettre des barrières dans la loi. Et on a dit donc, pour être député, il faut d'abord que, au plan national, le parti un certain quota qui vous présente puisse avoir vraiment une représentativité nationale d'abord. On a fixé le seuil à 10%. Moi, j'étais contre même le seuil. Mais j'ai fini par comprendre que si on ne fixe pas aussi le seuil un peu élevé, les gens peuvent rester dans leur circonscription et de façon condensée atteindre le seuil national tout en restant dans leur circonscription. Donc, j'avais critiqué au début les 10%, mais j'ai fini par comprendre que ce que les députés faisaient, c'était pour que finalement ce qu'on veut arrive. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas me dire que les 10%, il faut les appliquer au niveau
des circonscriptions. Si on le dit, vous parliez de la proposition du Bloc républicain. PRD. J'ai analysé, j'ai dit... Le PRD veut ramener... Oui, il est d'accord pour le principe. Mais veut le ramener au niveau des circonscriptions. Vous parliez d'une contre-proposition, celle du BR. Oui, ce que le BR a proposé. Le BR dit, on peut reformuler l'article 242. Parce que le vrai problème que l'article 242 avait posé, c'est aussi le problème de compréhension. Ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle n'ont jamais dit, nous ne voulons pas l'article 242. Ils disent, nous n'avons pas compris comment on va l'appliquer. Ceux qui sont allés à la Sénat, ils ont dit, nous n'avons pas compris comment on va l'appliquer. Donc le problème de la compréhension de l'application, à ma foi, se pose beaucoup plus que l'article lui-même. Donc, il doit falloir que le travail qu'on veut faire là, comme l'a dit M. Hubert Megwedji, il ne faut pas qu'on corrige pour reculer, pour retourner aux anciens textes, comme d'autres le disent, de mettre ces textes de côté et d'aller dans les anciens. Il s'agira d'analyser pour voir ce qu'il faut corriger. Et ne pas se mettre dans des propositions de dire il faut aller dans les anciens textes, il faut. Non, même les montants qu'on a mis là, si vous êtes dans la pratique politique, vous allez comprendre. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Quand c'était à 8 millions 100 pour la liste, c'est quoi? C'est un individu ou bien quelques groupes d'individus qui chapeautaient les partis, qui vont aller déposer la caution et ils viennent pour donner leur dictat sur la liste. C'est ça. Moi, j'ai fait 17 ans à la Renaissance du Bénin. Je ne parle pas pour parler. Je sais vous connaissez les pratiques. C'est ça. Maintenant, quand c'est 249 millions, vous êtes d'accord que c'est 8 millions. Il faut collaborer. Il faut collaborer. Et la collaboration fera que le parti sera national. Donc, il y a toute une philosophie derrière les tests. La 7e législature a fait un bon travail. Si dans l'application, il y a quelques couacs, on peut le corriger. Il faut passer au réglage. Mais il ne faut pas prendre cette occasion pour... tout remettre en cause. Alors, Gilbert Bagana, vous brillez d'envie de parler. Alors, le début des échanges, vous avez vos éléments sans doute, vous êtes du monde. Alors, vos appréciations, est-ce que c'est de nature, on va dire, à arranger les choses, à faire des petites retouches sur des choses qui fâchent seulement? Je pense que, comme l'ami Antoine Adokounou vient de le dire, il y a eu un diagnostic partagé par toute la classe politique. Plus de 250 partis politiques, des partis de quartier, de village. Il suffit que tu sois même dans ta circonscription électorale, que tu sois fort seulement dans ta commune. Tu sors député, tu viens siéger. Et mon ami Amegwegi l'a dit, ou bien voler, non, aucun parti n'a jamais pu. On dit les partis politiques sont créés pour conquérir le pouvoir et gérer. Aucun, depuis 90, n'a pu. C'est un problème. On a été unanime dessus. On a vu des hommes charismatiques qui viennent, qui ne sont pas d'un parti, qui viennent gérer le parti. Ça veut dire qu'il manque quand même de charisme dans ces partis. Personne n'a volé le pouvoir à un parti. Les partis ont laissé le pouvoir traîner. Et les gens ont pris, ils ont exercé. Ils n'ont pas volé. Le pouvoir traîne par terre, ils ne peuvent même pas, on ne s'entend même pas pour tout juste. Pourquoi on s'entend? Parce que le système partisan n'est pas fonctionnel. Chaque coquelet veut être voir dans sa petite basse-cour et chante chaque petit matin, ça fait la cacophonie. On ne sait même plus quel coq chante. Tout le monde veut être chef. On ne peut même pas faire des concessions. On a dit que trop c'est trop. Et tout ça, dans le respect de la Constitution, qui prône le multipartisme intégral. On n'a pas dit qu'on veut 2, 3 partis. Non. Toutes les lois sont conformes à la Constitution. On a fait un diagnostic sérieux qu'on a partagé. Tous on a été unanime. Et moi je pense que le résultat est bon. On a 9 partis. C'est déjà gagné.
C'est un grand pas. Et chaque parti doit pouvoir retrouver les fils. Ce n'est pas les Nigériens qui vont venir animer ces 9 partis. Les grandes démocraties, c'est 2 grandes tendances. C'est la gauche et c'est la droite. Même au Ghana, tout près ici, c'est 2 grands partis. Les États-Unis, c'est 2 grands partis qui dominent. On n'a pas dit... Les gens ont créé les partis. Même les 9 là, est-ce qu'ils seront en mesure de conquérir le pouvoir, de l'exercer? Si on in fine, ils trouvent qu'ils peuvent se fondre dans des grands partis, tant mieux. Mais nous avons dit, cette manie de manipuler le peuple à travers les alliances, on dit, on se retrouve, j'ai un député, 9 personnes se retrouvent pour manipuler le peuple en disant, nous avons créé notre groupe parlementaire, c'est fini, il n'y a plus d'alliance pour aller aux élections. Si vous êtes capable, allez, parti politique, allez conquérir le pouvoir. Il n'y a rien de meilleur que ça. Ça, c'est pour le peuple. C'est fait pour le peuple. On n'est pas allé contre le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut? Dans le même village, vous avez 5 personnes qui viennent pour déchirer le village. On dit, soyons des grands partis. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais. Nous avons fait un diagnostic, on y est arrivé. Donc, moi, je pense que toiletter les tests. Il y a des choses qui ne marchent pas. On va dans l'application. Vous l'avez dit, l'article 46. Mais tout le monde est unanime, ça pose problème. Ça pose problème. On a déposé les dossiers. Et puis, mais je prends un exemple. Mon ami Akaou est né le 2 janvier 70. Date de déclaration, on met 7 janvier. Vous êtes allé voir un administratif pour faire votre état. Il met 7 janvier, il n'a même pas regardé date de déclaration. Ça va, mais ça là c'est passé. Mais la Sénat remarque que c'est une erreur administrative. Ça là, comment on va faire ça? Mais l'esprit de la T46, pour nous qui avons vécu les listes, c'est ça. Mais c'était pour sécuriser les listes. On vous positionne, monsieur, tête de liste. Le matin, le soir, vous n'êtes plus sur la liste. Demain, vous revenez sur la liste. Après demain, et une liste sort au bout du rouleau. Tous ceux qui étaient sur la liste ne sont pas sur la liste. C'est ça. C'était l'esprit. Si on s'entend, pour éviter nos guerres, nos querelles internes, si on arrête une liste, on ne la modifie plus. Et moi, je suis d'accord jusqu'à demain. Cet article doit être rigoureux par rapport à ça. Maintenant, par rapport aux pièces, voilà. On peut dire, à ce niveau, la liste ne sera pas modifiée, mais les pièces, s'il y a des couacs, on peut retoucher. Il n'y a pas de problème. 242 du code. Mais c'était la compréhension. Même la Sénat dû faire un atelier pour interpréter. L'application, ça a été un problème. C'est pourquoi nous, au BA, on a dit, il vaut mieux qu'on s'entende sur le contenu. Ce n'est pas pour changer le contenu. Mais qu'est-ce que le contenu veut dire? Que nous tous nous soyons unanimes dessus. Au lieu de laisser libre à interprétation. L'attribution des sièges. Tout ça, il faut qu'on s'entende sur le principe. Les 10%. Mais ce n'est pas venu ex nihilo. Ça a été réfléchi. Mais on a 4 millions d'électeurs au moins. Quelqu'un est élu avec 10 000. Il vient s'asseoir. Son parti a eu seulement 10 000 voix dans tout le territoire. Il vient, il s'assoit. Mais il faut qu'il ait au moins 400 000 électeurs, que ce soit de partout. Mais ça a une histoire. On est parti de quoi? On a même dit, il fallait que, sur les 24 circonscriptions électorales, qu'on ait des députés sur au moins 20% des circonscriptions électorales. Ça, c'était les propositions initiales. C'était des propositions. On a dit, il faut que le parti ait au moins 17 députés. On a réfléchi, on a fait des ateliers, on a dit non, entendons-nous sur les 10%. Ça a une histoire. On n'est pas resté là pour des 10% pour écarter quelqu'un. Mais si ça va conduire les gens à se mettre ensemble, est-ce que ce n'est pas mieux? Est-ce que ça va conduire aux divisions? On a assisté à des divisions terribles, chacun se met. Mais les gens sont assis dans Cotonou, pourvu qu'ils soient élus dans Cotonou, c'est tout. Ils sont députés. Moi là, on ne les connaît pas chez moi, Tangueta. Les gens se réclament grand parti, vieux parti. On ne les connaît pas au nord. La preuve, même dans la constitution des listes, on a vu ce qui s'est passé. Ils ne connaissent même pas. Ceux qui devaient même aller sur leur liste,
à l'intérieur du pays, ça crée des interférences. C'est tout ça qu'il faut éviter. Vous devez connaître vos militants. Vos militants, vous devez avoir des militants sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ça l'esprit des lois. Moi, je pense, et personne n'est contre. Je connais les grands partis qui sont là, que ce soit de l'opposition, qui ne sont pas contre cet esprit. Ce n'est pas ça. Mais dans l'application, s'il y a des difficultés, il faut qu'on améliore la compréhension des textes. Justement, on en est là, honorable Bagana, et passer la parole donc à Hubin, le début des discussions. C'est vrai que vous n'êtes pas délégué de votre parti, notamment, mais vous êtes du monde. Vous avez eu, on va dire, des éléments, des petits éléments sur l'ambiance du début des discussions, notamment sur le point 1 qui concerne le toilettage, justement, ces questions évoquées par l'honorable Bagana. Est-ce que c'est de nature, on va dire, c'est de nature à ne pas perdre la boussole? Non, j'ai lu, vous faites bien de le préciser, je ne suis pas là-bas, donc je ne peux pas témoigner de tout ce qui se dit là-bas. Mais pour ce que j'ai eu comme feedback de ce qui s'est dit, je pense qu'on est sur la bonne piste. Il faut s'attendre. Il n'y a pas des propositions alternatives, des voix qui appellent notamment à démolir ce qui est déjà là? Bon, je n'ai pas eu cette impression, mais il faut s'y attendre que certains disent, bon, il faut tout remettre à terre. Mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je crois que les collègues ont suffisamment dit cela, que si l'on décide de construire un édifice, il faut voir là où ça ne marche pas et corriger, et non détruire tout l'édifice pour dire qu'on va recommencer ou qu'on va retourner à sa case de départ. Je crois que sur ce plan, on est totalement d'accord. Les propositions que moi j'ai eues par rapport à ce premier point, je crois que les partis en présence ont fait des propositions d'amélioration. Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde fasse les mêmes propositions. Mais il y a un médiateur, un modérateur. Les discussions se feront entre partis. Le modérateur n'a pas pour rôle, n'est pas juge, mais c'est un modérateur. Il va faire en sorte que le débat ait lieu. Alors pour moi, le débat va se faire autour de quoi? Quel est l'objectif? La question principale à se poser tout le temps, c'est quel est l'objectif de la réforme? Si nous sommes d'accord qu'il faut faire la réforme, quel est l'objectif de la réforme? Il ne faut jamais perdre de vue cet objectif. Et si on ne perd pas cet objectif de vue, on peut faire les corrections et rester dans l'objectif. C'est si on perd cet objectif qu'on pourrait être amené à déraper. Et je n'ai pas l'impression que ce soit l'option de la majorité des délégués à cette table de discussion. Le collègue Antoine a parlé d'une proposition faite par un parti qui demandait qu'on ramène la question des 10% au niveau des circonscriptions. C'est des propositions. Tout cela sera débattu. Et enfin, on va trouver le consensus, ce qui est commun à la majorité, et je vais dire à tous, pour trouver une voie de sortie. Par rapport à cet élément, l'honorable Bagana l'a suffisamment dit. Si l'on ne met pas le seuil, nous ne sommes pas. Quand on a fait sortir cette affaire de seuil, beaucoup de gens ont critiqué pour dire qu'il ne faut pas faire le seuil. Mais le seuil, en matière électorale, ça se pratique et nous ne sommes pas les seuls, les premiers à le pratiquer. Dans les pays européens, ça se pratique. Les pays africains, Maroc et tout ça, ça se pratique en Italie, en Espagne. Beaucoup de pays pratiquent le seuil. Parce que le seuil est une donnée électorale qui permet, qui oblige les partis à être des partis nationaux. C'est ça. C'est cela. Sinon, bon, l'éparpillement, on ne peut pas faire un diagnostic pour dire il y a un éparpillement et en solution, ne pas mettre les solutions qu'il faut pour contrer l'éparpillement. Oui. Et le seuil est un élément de regroupement qui vous oblige. Bon, le ramener à la circonscription, ça ne va pas résoudre totalement le problème. J'espère qu'ils en discuteront. Mais la notion du seuil oblige au regroupement, au renforcement des partis politiques. Je crois, l'honorable a dit aussi, l'objectif n'est pas d'imposer 2 partis, d'imposer 3 partis. L'objectif, c'est d'avoir des grands partis. Si on en a 3, 4, 5, bon, pourquoi pas?
ou deux, comme ailleurs. Au Nigeria, il a dit, le Ghana, même au Nigeria ici, tous ceux qui nous entourent ont déjà fait ce pas-là, ont déjà pu arriver là. C'est les lois aussi qui ont aidé à cela. Lisez leurs lois, vous allez voir. Pas que ça plaisait au départ à tout le monde non plus. Si on ne met pas des garde-fous, vous croyez qu'au Nigeria, il y a beaucoup d'ethnies, hein? Il y a les Hausa, il y a les Igbo, il y a les Yoruba, il y a les... Si on dit que bon, chacun peut faire comme nous avions les tests aussi ouverts tels qu'on avait, on aura la même chose là-bas aussi. Mais ils ont encadré et ils ont pu arriver à le faire. Je pense que nous devons, pour terminer sur ce point, dépasser nos égoïsmes personnels. Chacun être chef de parti, c'est dépassé. Ce n'est plus d'actualité. On peut être honorable. Je ne sais pas si vous êtes mal à l'aise d'être membre d'un parti, de n'en pas le chef. C'est vrai que, je ne sais pas si c'est vrai que c'est quand même valorisant d'être dans un ensemble où on se sent nombreux, où il y a beaucoup de compétences, beaucoup de valeurs, au lieu d'être le seul. Non, je pense que nous avons dépassé cette étape. Et le Bénin doit évoluer également. C'est vrai que ça pilulait chez les politiques, les présidents. Tout le monde était président. Alors, Dominique Achawe, honorable, vos premiers éléments des discussions telles qu'elles ont été engagées, est-ce que ça vous rassure? Je suis entièrement satisfait du démarrage. Mais je vais rappeler quelque chose. Il faut savoir que de 1990 à un passé très récent, les partis politiques que nous avons ont échoué sur la scène politique. Je m'explique. Vous allez dans nos villages, dans nos contrées, pour aller parler de la chose politique aujourd'hui. Nos frères n'ont pas le temps de vous écouter. Alors que c'est le programme d'action du candidat qui doit être déballé, analysé, pour savoir s'il faut suivre ce candidat ou pas. L'argent a pollué cet état de choses. Alors, si bien que les gens viennent, pas des politiciens, conquérir le pouvoir, ils se font aider par les politiciens et ils montent au pouvoir et on fait des lois. On prend des décisions qui vont souvent à l'encontre des décideurs. Et ces décideurs, c'est le peuple. Donc, la réforme du système partisan oblige aujourd'hui à retourner à la base. Le seuil des 10%, c'est le minimum qu'on peut même exiger. C'est ça qui permettra de savoir que le candidat du Sud doit aller faire campagne avec le candidat du Nord. Très bien. Tu me tiens, je te tiens. Parce qu'on a un destin commun. On a un destin commun. Voilà. Les 249 millions dont il s'agit, à vue d'œil, c'est énorme. Mais ça oblige les gens à se cotiser, à se mettre ensemble pour se dire, notre destin, c'est quand même 249 millions, donc il faut qu'on sauve. C'est des éléments qui obligent les uns et les autres de se mettre ensemble pour travailler, pour faire de la politique. Aujourd'hui, je comprends que la politique devient une machine, un travail, et qui ne fait pas la politique, qui veut, c'est devenu une fonction. Et si vous devez vous atteler à cela, vous n'avez même plus le temps d'aller faire autre chose. Donc, moi, je pense que ramener les 10% au niveau de la circoncision serait une erreur. Ça ne permet pas d'avoir une vision claire et nette sur la qualité d'un parti politique et ce que c'est qu'un député. Le député est national. Le problème qui se pose à Agmaïzou se pose à Banikwara, se pose à Tchoumi Tchoumi, se pose à Natitengo. Alors, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour sortir ce pays de l'ornière? Nous avons échoué et la 7e législature a voulu qu'on corrige et qu'on avance. C'est vrai, ce ne serait pas
tout le monde ne pourra pas être d'accord, mais chemin faisant, nous allons tous y arriver. Donc, tel que ça a démarré ce matin, je crois que ça doit pouvoir aller comme ça, jusqu'au bout, pour que les questions essentielles trouvent leur solution à travers ce creuset de 72 heures-là. C'est une chance qu'il ne faut pas perdre. Antoine Adokounou, quand on entend tout le monde, et d'ailleurs même quand on a entendu les quelques délégués, finalement, ce qui fâche n'est pas si grand que ça, c'est juste peut-être quelques points. Vous avez donné l'exemple de cet article-là qui concerne notamment le changement de pièces au niveau de la Sénat. Donc, ce qui fâche n'est pas si grand que ça. On devrait quand même facilement évacuer ce point 1 qui constitue notamment peut-être, on va dire, l'os dans la gorge des délégués. Oui, évidemment. En réalité, moi, je dis, en fait, le travail que la 7e législature, ce qui a été fait comme réforme et que nous avons défendu, nous l'avons défendu pas parce que nous sommes des partisans du pouvoir. Et je remercie beaucoup l'honorable Bangara qui a encore explicité tout ce que nous avons fait pour en arriver là. C'est bien qu'aujourd'hui, si vous voulez modifier, parce que quand vous modifiez, c'est que vous avez un autre résultat. On ne peut pas vouloir avoir de grands regroupements et proposer des tests de division. C'est ça le vrai problème. C'est pourquoi je dis, comme le DGMP, quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous voulons? Quel est le modèle politique que nous voulons pour le pays? Si nous voulons que on peut avoir 2000, 3000 partis politiques, bon, on modifie les tests, on dit, avec 4 personnes, vous formez un parti politique. Le peuple est souverain. Si c'est dans ce sens que vous voulez qu'on aille, on ira. Mais ça va produire quel résultat pour le pays? Parce que souvent, sur certains plateaux avec les opposants, on me demande, est-ce qu'on a besoin de la réforme du système partisan avant de pouvoir gouverner un pays? Et ceux qui posent cette question, souvent je comprends que ils ne comprennent pas la fonction d'un parti politique. Entre autres fonctions, le parti politique a une fonction de représentation. C'est le parti politique, à travers le parti politique, qu'on délègue le personnel politique et même administratif à de hauts niveaux. Mais si ce cadre dans lequel on doit désigner ceux qui doivent diriger le pays, si ce cadre n'est pas formel, organisé, structuré, pour pouvoir dégager l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est normal qu'on n'aura pas une gouvernance assez sur les résultats pour le pays. Donc, il faut assainir ce milieu d'abord. Vous voulez avoir un maire, le maire, il va quitter, il ne peut pas venir, il va passer par un parti politique. Mais selon que le parti est structuré, vous aurez le maire qu'il faut. Mais si c'est le désordre et que chacun reste dans sa commune, peut-être dans son arrondissement, il crée un parti et il reste là et pour dire me voici, il viendra au pouvoir, il comprend. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi je dois dire que le président Patrice Talon, je suis sûr que les gens prendront du temps pour le comprendre. Au fait, il est en train d'aider. C'est que le président, si le président c'était un président qui est à vie du pouvoir, il ne va pas nous organiser, nous les politiques, comme ça. Hein. Parce que ce qu'il fait peut se retourner contre lui-même. Celui qui crée, si on est divisé, c'est bon pour lui. Vous avez suivi un passé récent. Comment ça se fait? On vous divise pour régner. Mais celui-ci, il a fait l'option de consolider les partis politiques, de mettre les gens ensemble pour un lendemain meilleur du pays. Et si bien qu'en principe, tout le monde devait l'accompagner. C'est vrai, les élections ont fait qu'aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont exclus, ils ont leur approche de la chose. Mais je crois que si c'est pour le bien-être du pays, chacun doit pouvoir s'entendre sur l'essentiel. Et je crois que le travail que la 7e législature a abattu par rapport à ces deux textes-là, j'attends de voir
ce qu'on peut modifier. Il n'y a pas grand-chose à modifier, selon moi. Il y a le deuxième point sans doute dont on aura les échos demain, qui en partie aussi dépend du déroulement des discussions au niveau donc du point 1 d'ailleurs. On parle du renforcement du système partisan. On ne saurait renforcer le système partisan actuel en déboîtant les fondamentaux de ce système-là complètement. Non, ben, je pense que bien avant de revenir sur ce point, je pense que je vais partir de la conclusion d'Antoine Adokono. Je pense que moi, j'attends de voir les résultats sur les tests, parce que ce que moi je retiens, le contenu des tests, il n'y a rien pratiquement qui a été conçu pour exclure. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ces tests ont été adoptés et juste après, il y a eu des élections où tous les partis ne se sont pas apprêtés dans la logique des tests pour aller. Sinon, fondamentalement, moi, je ne vois pas ce qui vraiment dedans est mis sciemment pour écarter un parti. Et moi, je retiens, j'ai un jeune frère du village. Il est étudiant, il finit, il me dit, grand frère, si je finis, je vais créer mon parti politique. Vous comprenez? Oui. Donc, avant ces histoires, depuis ça, là, mais il est dans les ténèbres. Est-ce que c'est par la politique qu'on trouve l'emploi? Donc, il va être chef de parti parce qu'il était autorisé avec il s'assied dans sa chambre, ses amis étudiants de chaque département, il faut 10 pas. Il crée déjà, il sort une liste fictive là, il dit. Mais aujourd'hui, les dispositions de ce système partisan, je pense qu'il n'y a rien de plus intégrant que ça. C'est ça. On va créer un parti et une partie du peuple serait exclue. Il faut forcément que toutes les communes y soient représentées. Voilà. C'est tout ce que nous avons dit. Pour renforcer le système partisan, il faut au moins 15 par commune. 15 seulement par commune. C'est vrai, ça fait beaucoup, ça fait 1000 et quelques pour la fondation d'un parti. Mais si un parti n'est pas capable d'avoir 1000 membres fondateurs, il ne peut pas conquérir le pouvoir. Il ne peut pas. Il ira où? Tout juste. Et ça fait que les partis se contentaient d'avoir quelques sièges à l'Assemblée, ne se préoccupent plus du pouvoir suprême. Ils sont là, ils pataugent là, et personne n'est en mesure d'aller à ce niveau. Donc le renforcement, ce point 2, pour moi, nous avons dit, au finish, pour dire une autre loi doit pouvoir consacrer au financement des partis politiques. Et je pense que c'est en ces thèmes que nous allons renforcer le système partisan. Il faut que les partis soient autonomes. Il faut que ce soit les ressources de l'État, du contribuable. Et là, nous serons redevables aux contribuables. La redevabilité. Il faut qu'on restitue. Il faut qu'on fasse le compte rendu de ce que nous avons fait de l'argent de contribuables. Sinon, ce qui s'est passé, c'est ça qui a été dommage. Les quelques-uns qui sont nantis, qui sont rentrés avec des moyens des années 90, on pensait qu'avec les moyens, on peut avoir le pouvoir. Le pouvoir est divin. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour beaucoup. Donc, il faut que... Et le président de la République, je suis disposé. Je veux que vous arrêtez tout ce passé lugubre, sombre que vous avez vécu. Vous courez derrière des opérateurs économiques qui ont des moyens. Non, l'État doit pouvoir financer. La politique, c'est pour construire la cité. Il faut que les ressources de la cité participent à l'édification des partis politiques. C'est ça le renforcement des partis. Donc, moi, je pense que le système partisan, c'est de voir... Il y a plus rien, c'est de vous. Moi, je dis, le point même qui est important pour moi, c'est le statut de l'opposition. Donc, tout ça, là, c'est ça qui va renforcer. Ces points, c'est des points saucissonnés. Tout à fait. Ces points-là, moi, c'est en un seul point. Sinon, pour moi, tout ça, là, le statut des partis politiques, ça doit être sous un seul point. Oui. Et le renforcement du système partisan, le toilettage des tests, ça, c'est ça. Le deuxième point devait être l'équilibre, l'équité. Hein? Le système à rechercher. Et vous vous rappelez, à la 6e, notre loi fondamentale a tout dit. L'article 24 disait l'homme est égal à la femme. Point barre. Mais prendre une autre disposition pour favoriser la femme est anticonstitutionnel. On avait dit qu'il faut que sur les listes qu'on ait au moins le tiers, ça,
la Cour a rejeté pour dire, si vous voulez faire, faites moitié-moitié ou là. Sinon, c'est déjà fait. Si les femmes sont aptes à aller, elles peuvent dépasser les hommes. La loi fondamentale déjà consacré ça. Et nous, à la 7e, on a dit, bon, on a voulu voter à la 6e. On est allé, la parité. Ça n'a pas marché. Ça a été rejeté. À la 7e législature, on a dit, mais il faut que nous modifions au niveau de l'article 80 pour pouvoir donner, parce que la femme, vous savez, traditionnellement, historiquement, et même spirituellement, tout a été en défaveur de la femme. La femme peut avoir la volonté, mais elle ne peut pas émerger dans nos sociétés. Il faut qu'on ait des dispositions particulières qui favorisent la femme. Nous avons voulu l'introduire pour que tout au moins, on n'aille pas contre l'article 24 qui dit consacre l'égalité, mais qu'on prenne une disposition supplémentaire pour quand même favoriser une discrimination positive à l'endroit des femmes. Ça a été rejeté. Oui. Il faut qu'on revienne sur ce débat-là pour permettre, parce que, je vous dis, chacun de nous a une fille à la maison. Nous savons, l'homme n'est pas plus intelligent que la femme. Et les femmes, aujourd'hui, sont plus nombreuses que les hommes. Elles doivent contribuer à la construction de la cité. Il faut qu'on y réfléchisse. Moi, c'est un point important. Comment nous allons faire pour avoir plus de participation des femmes? Donc, moi, c'est des points comme ça, sinon, le renforcement du système, quand le financement serait équitable et que l'homme de l'opposition a le courage de dire j'ai pris le statut de l'opposant. Aujourd'hui, non, on n'a que des chauves-souris. Non, personne. Les gens crient. Et je sais, si le président Talon appelle certains pour dire venez, c'est fini. Ils sont venus. Non, il faut qu'on arrête. Il faut que les gens sachent qu'avec les ressources de l'État, on aura le minimum pour faire de l'opposition. Et là, ça va régler ces petites questions de faim. Moi, je dis c'est la faim qui conduit certains. Non, il faut qu'on arrête. Donc, nous voulons travailler pour que tout homme politique soit digne dans sa fonction politique. Et c'est l'esprit qui nous a conduit, nous, à la 7e législature, à voter ces lois. Ce n'est pas pour exclure. Mais l'arrivée vraiment des législatives où les gens n'étaient pas prêts et tout ça là, ça a créé des problèmes. Sinon, la loi en elle-même, ils ne lui reprocheront rien. Excusez-moi, comment on appelle les contributions financières 249. Quand on dit ça, moi, ça me tourne la tête. On a dit un député. Ça dit un poste titulaire, c'est 3 millions. Écoutez, vous voulez être député, avoir ce salaire et ne pas pouvoir avoir une caution, on a dit, mais une caution remboursable de 3 millions. Hier, c'est vrai, c'était 8 millions 300. Je ne sais pas bien combien là. C'était 100 000, 8 millions 300. 100 000. Et un seul chef de parti s'assied dans sa chambre. Et compte les 8 millions. Il compte les 8 millions, il va y dépose. Et je vous dis, il y a certains partis qui exigent des candidats au moins 50 millions avant d'être sur la liste. Après avoir payé 8 millions. Oh, c'est vrai. Et ils sont là. C'était devenu une fonction pour certains chefs de parti. Mais il y en a qui s'en foutent d'être ministre, d'être député ou d'être président de la République. Il suffit d'être chef de parti. Dans les conditions anciennes, c'est rentable. C'est rentable. Il faut qu'on arrête pour que les gens participent réellement à la construction de parti. Que ça ne soit pas déjà coopté parce qu'ils ont les moyens pour aller être candidat. Donc on a dit, 3 millions, c'est quoi? Donc c'est vrai, si tu ne peux pas, ça a dû déposer une caution de 3 millions, comment tu vas faire la campagne d'au moins 15 à 30 millions? Tu vas trouver ça. Les gens vont critiquer. Je dis, c'est vrai, c'était de bonne foi. Et on peut trouver ils disent que c'est de l'exclusion. Moi, je suis aujourd'hui député, demain il peut ne pas être député, il y aura d'autres qui vont venir. Ça ne va pas arrêter le système politique. Donc moi je pense que rien pour moi va sortir fondamentalement, mais les grandes querelles, c'était le certificat de conformité. Ça c'est déjà caduc. Depuis le 17 mars, ça c'est Depuis fini. le 17 c'est fini. C'était les grandes querelles. On dit, avant d'aller là, on a une nouvelle charte qui est en vigueur, mais elle donne 6 mois. Mais les élections qui sont là, comment il faut y aller? On a donné, on dit, il faut que vous vous conformiez avant d'aller. Ça, la Cour constitutionnelle comble le vide. Et dans l'arsenal de corpus
du corpus juridique. Donc la Cour constitutionnelle a tranché. Ah, avant d'y aller là, il faut quand même qu'on se rassure que vous êtes conformé à la loi qui a été votée. Donc un petit papier. Alors, vous l'avez rappelé, Honorable Bagana, c'est à Kadu qu'on va donner la parole à Hubert Amegwedji. Et là, on est dans les conclusions à la fois qui vont être pour nous comme des conjonctures. On a déjà quelques éléments du démarrage des débats au niveau du point 1. Le point 2, comme l'honorable Bagana l'a dit, c'est le renforcement du système partisan. En tout cas, les points suivants, de toutes les façons, la façon dont les délégués vont les aborder dépend de celle avec laquelle ils vont finir le point 1. Oui, probablement. Le point 1 est le nœud du problème. La correction des tests. Et subséquemment également, ça va déborder sur les autres questions d'équité. C'est toujours des questions de tests. Et également le statut de l'opposition. Je crois que, pour moi, la façon dont le débat a démarré, que le dialogue a démarré, augure de ce que nous allons avoir samedi, de très bons résultats qui vont réjouir tout le monde. Dans tous les cas, nul n'est contre que l'on puisse faire les amendements nécessaires sans toucher à la fondation. C'est comme vous avez votre maison et vous voulez la retaper. Mais vous n'allez pas creuser, casser les fondements. Ou alors vous voulez construire une nouvelle maison. Donc le toit coule un peu. On va essayer de voir si on va corriger cela. Et je voudrais souhaiter que ceux qui ne sont pas au dialogue, eux-mêmes, voyant l'ambiance qu'il y a là-bas, qu'ils aient envie d'y aller. Les problèmes que nous avons ne sont pas insurmontables. Et ce n'est pas le fait de se retrancher tout seul à dire la même chose. Nous savons les problèmes que les gens ont. Les Béninois ne sont pas idiots. Les Béninois ont bien compris que certaines luttes que font d'autres personnes ne sont pas des luttes partisanes. Ce sont des luttes individuelles. Ce sont des problèmes individuels. Peut-être que si l'ancien système qui consiste à renforcer les individus se poursuivait, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y en a qui crient aujourd'hui qui ne seraient pas en train de crier. Et donc je voudrais souhaiter que dans cette bonne ambiance qui a démarré, puisse inciter ceux qui ne sont pas encore à rejoindre le groupe de manière à ce que nous puissions discuter de nos problèmes. Vous savez, nous avons beaucoup de proverbes dans nos langues qui disent que c'est pas la... Comment on dit ça? On ne refuse pas l'appel. C'est ce qui est derrière l'appel qu'il faut refuser. On vous appelle au dialogue, vous dites je ne veux pas aller. Bon, si vous ne voulez pas aller, eh bien, ceux qui vont décider à votre place. Et vous allez continuer par crier. Je ne souhaite pas que cela continue. Et je voudrais, à travers votre micro, en appeler à la sagesse des uns. Il y a beaucoup de sages dedans. Les appeler à plus de pondération et à faire en sorte à accepter que notre pays évolue et que nous puissions laisser derrière nous nos tares du passé. Parce que continuer et pas entretenir les individus au détriment de la communauté, je ne pense pas que c'est cela qui va nous faire évoluer notre pays. Eh bien, Amegwedji, vous avez donné le ton pratiquement de la sortie de cette émission-là. Oh là là, je ne voulais pas le faire. Vous avez donné le ton et Dominique Achawe, sous, on va dire, des saveurs de conclusion, on va aussi vous suivre, histoire notamment de savoir ce que vous présagez de ce qui se fait déjà depuis le matin. Moi, je peux dire que je suis très heureux de l'ambiance que nous avons vue aujourd'hui au Palais des Congrès. Et la suite prouve qu'il s'agit d'un dialogue inclusif, puisque les partis de l'opposition se sont fait représenter et ils participent avec aise, efficacement au débat. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le président Patrice Talon n'a aucun intérêt que d'ailleurs ça marche. Puisque plus les gens se mettent ensemble, plus il lui est difficile de la contenir. De la contenir. Alors, quelqu'un qui fonctionne comme ça,
il fonctionne pour la justesse, l'équité, le bon fonctionnement de la République. Et à travers tout ce qui se passe, nous devons conclure que il est venu pour sortir ce pays de sa précarité. Nous ne pouvons pas parler de développement sans ne pas régler la question politique. Et quand on parle de développement, c'est tout un ensemble. Il y a la question politique, économique et sociale. Et le socle même du développement, c'est la politique. Parce que si vous ne mettez pas les bases politiques en place, ça veut dire que vous avez mis votre maison sur une fondation qui ne tient pas. Donc moi je pense que la chance qui a été accordée aujourd'hui à ce peuple, à nous politiciens, c'est de saisir cette opportunité-là pour parfaire l'existant. L'existant qui a conduit aux élections législatives et améliorer ce qui nous attend. Bientôt, on aura les élections communales. Le quitus fiscal. Ainsi, il faut descendre ça au niveau de la mairie pour que le candidat qui veut être maire puisse se mettre quand même en règle vis-à-vis du fisc. Est-ce que, dans ce code-là, il faut mettre des balises pour que, au niveau des mairies, les réflexions soient des réflexions professionnelles, intellectuelles? Autant de questions pour moi qu'il faut revoir. Il faudrait nécessairement que nous taisions nos querelles intestines. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dominique Achaoui. Alors, Antoine Adoukonou, votre petite conclusion. Non, ma petite contribution, c'est d'exhorter les délégués à penser à l'avenir du pays, à rester dans le sens que nous voulons avancer. Il ne s'agira pas de faire des propositions d'amélioration au fin de reculer. Ce qu'on fait là, ce n'est pas pour le président Patrice Talon qu'on le fait, on le fait pour tout le monde. Quand on dit de payer le quitus fiscal, ce n'est pas dans la poche du président de la République que ça va. Ça ne fait que renflouer les caisses de l'État. Et c'est normal que celui qui veut voter les lois pour que les gens payent les impôts prenne quand même le temps d'être l'exemple. Donc, je voudrais exhorter toute la classe politique à accompagner ce dialogue. Ceux qui n'y sont pas aujourd'hui pour une raison ou pour une autre peuvent rattraper le train en marche pour que le Bénin s'en sorte grandi. Alors, honorable Gilbert Bangana, votre petit mot, juste pour qu'on sorte de ce... Oui, merci beaucoup. Je pense que les prédécesseurs ont déjà tout dit. Moi, je tiens à ce que tout le peuple reconnaisse au chef de l'État la sagesse qu'il a et les grands projets qu'il a pour ce pays, le souci qu'il a pour que notre pays avance. Et comme mon collègue Achaoui l'a dit, un politique qui veut s'accrocher à la politique ne se comporte pas de la sorte. Et comme on l'avait dit, l'histoire de ce pays a montré que les partis politiques ont échoué pratiquement sur toute la ligne, n'ont pas pu aller atteindre l'objectif fixé. Et il se dit, je vais être le dernier des larrons qui viendraient vous ravir la vedette. Organisez-vous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prépare pour transmettre le pouvoir aux politiques. Et dans ces conditions, je pense que les Béninois ont un fort ou un faible. C'est de reconnaître le bonheur, effectivement, quand on l'a perdu, quand ce chef d'État, avec toutes ses caractéristiques, aurait fini de jouer sa partition. On saura que il a dirigé ce pays avec une bonne foi, avec un souci patriotique pour que ce pays avance. Parce que nous avons des souvenirs très récents. Il y a d'autres larrons qui sont venus, qui ont pris le pouvoir et qui ont eu toute la stratégie, le stratagème nécessaire pour le conserver. Donc moi je pense qu'il faut qu'on s'organise. Et les hommes politiques, par rapport à ce creuset qui a été défini par le chef de l'État, il faut qu'on saisisse la balle au bon et qu'on ressente les débats, qu'on laisse les querelles
intensif et personnel de personnes. C'est les querelles de personnes que les Béninois se mettent et qui réfléchissent et entrent en eux-mêmes pour distinguer des querelles de personnes, des querelles politiques. Parce qu'on peut être adversaire et ne pas être ennemi. Et ce que nous voyons, jusqu'à souhaiter la mort du chef. C'est l'unité, c'est pas l'adversité. C'est pas bien. Donc moi, je pense que il faut que, et tout le temps, on aime regretter le passé. Il faut vraiment qu'on profite de ce présent avec ce chef d'État qui veut construire le pays. On ne construit pas en distribuant le pain à tout le monde, mais on construit en apprenant chacun à pêcher, en apprenant chacun à cultiver du blé pour se faire du pain. Et je pense que c'est dans cette logique que notre chef d'État est lancé. Et je pense que dans cette lancée, nous pourrons vraiment demain être fiers d'être béninois. Merci beaucoup, Gilbert Bagana. Cette fois-ci, le vrai mot pour finir. Merci beaucoup à vous, Hubert Megwedi, acteur politique, je l'ai dit, membre de l'Union progressiste. Tout le monde sait aussi que vous êtes directeur ANP. Merci d'avoir répondu à notre appel. Dominique Achaoué, membre de la 8e législature. Vous avez également répondu à ce premier numéro de ces émissions-là qui vont être consacrées à décortiquer ce qui s'est fait donc au niveau du Palais des Congrès. Antoine Adokounou, merci aussi. Consultant politique, vous avez toujours été avec nous. Merci. Merci sans doute aussi qu'on va recourir à vous pour les jours à venir. De toutes les façons, votre disponibilité n'a jamais été mise à épreuve. Et puis, Gilbert Bagana, merci d'avoir fait le déplacement. Amis téléspectateurs, à demain pour le deuxième numéro de ces émissions spéciales, je le disais, qui sont, on va dire, ces occasions-là qui font le point des journées qui se passent de l'autre côté du palais des Congrès. Voilà, à demain. Merci.